Le premier tour de ces élections législatives aura lieu dimanche 11 juin. Vous serez appelé à voter pour élire votre futur député. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la deuxième circonscription de la Haute-Vienne. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau 5 des 12 candidats de cette circonscription. Pierre Allard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire ADS de Saint-Junien. Vous êtes le candidat du PCF dans cette élection. Hubert Urard, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes le candidat de la France Insoumise. Annick Morizio, bonjour. Bonjour. Vous êtes la candidate du PS, vice-présidente du conseil départemental. Vous étiez la suppléante du député sortant Daniel Boissry. Jean-Baptiste Djebari, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes le candidat de la République en marche d'Emmanuel Macron. Vous êtes pilote dans l'aviation. Et Vincent Léoni, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidat UDI soutenu par les Républicains. Et vous êtes également adjoint au maire de Limoges. Je précise tout de suite qu'un mouvement social est en cours à France 3 Limousin vendredi où nous enregistrons cette émission pour réclamer une véritable soirée électorale comme ce fut le cas en 2012 sur cette antenne. Cette émission est donc réalisée par des personnels non grévistes. Avant de commencer ce débat, je propose à nos téléspectateurs d'abord de découvrir la carte de cette circonscription qui se trouve à l'ouest du département, grossièrement, entre Saint-Thierry-la-Perche et Saint-Junien et qui englobe, vous le voyez aussi, une partie de la ville de Limoges. Alors Jean-Baptiste Djebari, je me tourne vers vous car vous êtes sans doute celui que nos téléspectateurs connaissent le moins. Pouvez-vous en quelques mots vous présenter, nous dire sur quel projet vous vous engagez auprès d'Emmanuel Macron? Merci de me recevoir. Donc, je m'appelle Jean-Baptiste, j'ai 35 ans. Mon métier initial et ma formation initiale, c'est celui de pilote de ligne. Et je dirige opérationnellement une petite compagnie aérienne privée qui opère partout en Europe. J'ai un deuxième plan d'activité qui est celui d'expertise judiciaire. Ça a deux volets. Le premier volet, c'est faire l'expertise des accidents aéronautiques et d'en tirer les causes probables. Et le deuxième volet, c'est l'expertise sur la lutte contre le travail illégal. Vous savez que l'industrie du transport aérien est très sujette à la concurrence déloyale intra-européenne. Et voilà, je termine. Et donc, c'est un sujet qui moi, m'anime tous les jours. Est-ce que ce sont des activités que vous menez ici, en Limousin? Alors, le projet d'expertise judiciaire, il est assez transnational. En revanche, le projet effectivement aéronautique, j'ai depuis 2 ans et demi travaillé à un projet de désenclavement par des lignes aériennes interrégionales. On a beaucoup travaillé le secteur Auvergne-Rhône-Alpes, un peu Dijon et un peu la Normandie. C'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré Emmanuel Macron et Édouard Philippe au Havre. Mais la dynamique, on va dire, politique autour de Limoges et les possibilités de connexion n'étaient pas réunies à ce moment-là pour qu'on puisse y mener un projet entrepreneurial. Merci pour ces précisions. Annick Morizio, vous étiez, je le disais, la suppléante de Daniel Boissry, le député sortant, très proche de Manuel Valls. On le sait, il ne s'en cache pas. Manuel Valls qui ne cache pas son soutien aujourd'hui à Emmanuel Macron. Je me mets à la place des électeurs. Je me demande qui de vous ou de M. Djebari peut aujourd'hui revendiquer l'héritage finalement du député Daniel Boissry? Alors, je suis foncièrement socialiste. Le socialisme, c'est mon ADN, c'est ce qui m'a construit. Et le socialisme, il ne faut pas oublier, c'est c'est la juste égalité entre la liberté, mais pas le libéralisme et la dérégulation. Et puis l'égalité, mais pas l'égalitarisme qui contraint et qui limite sur ce socle de fraternité et de cohésion sociale. Vous vous gauchisez un petit peu par rapport à M. Boissry? Je suis moi-même. Oui. Voilà, j'ai accompagné Daniel Boissry durant ces 5 dernières années, ce qui m'a donné l'occasion de découvrir ce territoire. J'y habite, j'y travaille, je suis diététicienne au CHU. Je le connais parfaitement, je connais aussi les élus. Je suis vice-présidente du conseil départemental, comme vous l'avez mentionné. Pardonnez-moi, quand on voit son adjointe au maire, Catherine L'Official, qui est membre du comité En Marche à Saint-Thierry, est-ce que ça ne jette pas le trouble finalement? Non, je ne crois pas. Je répète, je suis socialiste, je ne suis pas macroniste. Je ne suis pas non plus quelqu'un qui veut l'échec de ce quinquennat. Il faut que ce quinquennat réussisse. Pas pour le président de la République et son gouvernement foncièrement, mais pour les Françaises et les Français, nous en avons besoin. Et donc je saurais vous le redire, je serai à la fois ancrée sur les valeurs qui sont les miennes, mais aussi dans une construction obligatoire aujourd'hui. Je me tourne vers Vincent Léoni. À droite aussi, l'émergence d'En Marche, elle a un peu bouleversé les repères. Certains, à l'UDI, n'excluent pas de participer à une majorité d'idées, par exemple, avec Emmanuel Macron. Votre chef de file, François Baroin, il n'excluait pas récemment un partage des responsabilités. Est-ce que ça rend la campagne lisible pour les électeurs? À mon avis, ça ne rend pas en tout cas la campagne illisible de toute façon. Emmanuel Macron a son projet. Nous avons le nôtre. À partir de ce moment-là, je veux dire, les électeurs vont choisir. Et il est certain que dans le cas
d'une non-majorité d'un côté ou de l'autre, nous serons prêts à travailler en bonne intelligence avec Emmanuel Macron, à condition que son programme corresponde à nos valeurs, et notamment à nos valeurs pour le territoire. On n'est pas là pour, j'allais dire, être des bénis oui-oui et voter volontairement et systématiquement ce que décidera le président. Cependant, nous avons aussi conscience qu'il faut que ce quinquennat, ces 5 années réussissent pour les Françaises et les Français, et nous y travaillerons le cas échéant. Si vous n'aviez pas été investi par les Républicains, vous auriez pu postuler pour En Marche ? C'est une vaste question. Je me suis posé parce que j'ai un défaut en politique, c'est que je suis loyal. À partir du moment où il y a un accord entre les LR et l'UDI, il n'y avait pas de raison que j'aille ailleurs. Ça a tenté certains de faire de la dissidence, notamment sur cette circonscription. Moi, je suis loyal, et je suis loyal jusqu'au bout. Nous avons un programme en commun, j'ai une investiture, je ne l'aurais pas eu, je ne me serais pas présenté. Pierre Allard, je me tourne vers vous. De votre côté aussi, la lisibilité, elle est difficile. Vous êtes candidat PC, vous avez soutenu Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, et vous avez donc face à vous M. Huard, qui est candidat pour la France Insoumise. Pourquoi il n'y a pas eu d'accord ? Alors, avant de commencer sur ce sujet, moi je voudrais dire un petit mot par contre sur sur le sujet dont vous avez débuté, qui est le conflit qu'il y a ici dans cette station de télé. Je voudrais rappeler quand même que France 3, c'est une grande maison, mais c'est la maison qui est en capacité à faire vivre la démocratie. On le voit bien aujourd'hui, on est 5 autour de cette table à débattre, et si on n'a plus d'émissions comme celle-ci pour débattre, eh bien je crois que ça sera fort dommage. Et rapatrier toutes ces émissions progressivement vers la capitale régionale qui est Bordeaux, je trouve que c'est à la fois insulter le travail des journalistes et des personnels qui sont ici sur ce plateau et dans cette maison de France 3 à Limoges, et c'est aussi insulter en quelque part nos territoires, donc je tenais à le dire en préalable. Alors après, moi je suis très clair, je me considère pas comme adversaire à M. Huard, je crois même, je dirais à la limite qu'on pourra être complémentaires à un moment donné, et qu'en tout état de cause, ce qu'on ne pourra pas nous reprocher, c'est bien de rassembler ou de représenter une gauche qui n'est une gauche ni socialiste, ni une gauche qui est laxiste, ou une gauche qui veut ouvrir vers le profit ou autre. On est, je crois, et moi je suis, en tous les cas, effectivement, d'une gauche qui s'est toujours reconnue, à laquelle j'ai travaillé sur Saint-Junien, à la fois à rassembler pour des idées progressistes, mais des idées progressistes qui ne soient pas des idées où l'argent soit roi uniquement au milieu, et où on prenne en compte surtout les aspirations de nos populations. Alors, pourquoi on ne s'est pas rassemblé ? Parce qu'il y a eu des considérations qui ont fait que, voilà. On va donner la parole à M. Huard. Je termine très rapidement, juste pour dire que moi, j'ai toujours dit depuis le début de cette campagne que j'étais quand même optimiste, parce qu'on a un certain nombre de points communs, et que je crois qu'à l'avenir, demain, il y a un certain nombre de points qui permettront de se rassembler pour reconstruire une gauche non libérale, pas seulement dans ce département, mais dans toute la France. Hubert Huard, qu'est-ce qui s'est passé alors ? Il n'y a pas eu d'accord ? Non, il n'y a pas eu d'accord, ni ici ni ailleurs. Pourquoi ? Eh bien, vous le regrettez ? Comment ? Vous le regrettez ? Il ne s'agit plus de regretter ou pas. Là, nous sommes à une semaine du premier tour. Nous avons un projet qui est différent de celui du Parti communiste, puisque le Parti communiste a un projet qui s'appelle la France en commun et pas l'avenir en commun. Nous avons quelques points d'achoppement. C'est vrai que nous ne sommes pas adversaires, mais concurrents. Parmi ces points d'achoppement qui constituaient un peu aussi le sens de notre charte, il y avait le nucléaire. Nous ne sommes pas d'accord sur le nucléaire. Pas pour moi, en tout état de cause. Puisque vous vous démarquez du projet... Attendez, je vais finir, monsieur, là, si vous voulez bien. Si vous vous démarquez du projet du Parti communiste en affichant le Parti communiste, je ne comprends plus grand-chose. Mais je vais vous expliquer, c'est pas un problème. En tout cas, le projet du Parti communiste, celui que vous devriez porter, c'est le nucléaire, c'est le non-cumul des mandats, c'est la 6e République, etc. etc. Enfin, non, le cumul des mandats, pardon. Ça, c'est vous, le non-cumul des mandats. Nous, c'est nous, le non-cumul des mandats. Oui. Donc, nous avons quelques points d'achoppement quand même. Nous ne sommes pas adversaires, mais concurrents néanmoins. La légitimité de la France insoumise, vous savez, le processus de désignation a commencé au mois de novembre. Et donc, il y a eu plusieurs candidatures de toutes personnes. J'ai été désigné par plusieurs sympathisants de la France insoumise. Je ne me suis pas autoproclamé candidat. Voilà. Si vous me permettez juste un petit clin d'œil taquin sur ce plateau, je voudrais d'ailleurs rappeler à M. Allard, si vous voulez bien, que le logo de la France insoumise, il est pour le candidat de la France insoumise. Et j'ai regretté que vous vouliez créer
dans l'électorat une certaine confusion en le mettant sur votre acte de législative. Voilà. Après, j'ai vu que vous aviez... Rapidement, une réponse, et puis après, on ne va pas faire un débat dans le débat. Il y avait le soutien d'ensemble. Je vais répondre parce que, après, si vous voulez... Voilà, et puis après, on clorera la séquence. Ça va me permettre de répondre à tout un tas de choses, puisque ça fait un mois à peu près que je suis mangé un peu à toutes les sauces sur le Facebook de M. Huard, donc je vais répondre, c'est pas très grave. Je veux dire, moi, je ne fais pas de la politique à ce niveau. Il y a eu une erreur de fait. Et je l'ai reconnu tout de suite. Jure, monsieur Allard. Non, il y a une erreur, c'était la presse qui l'a faite. Il vous a répondu. Il y a une erreur de fait sur un logo, au mois d'avril, je précise quand même, qui a été tout de suite retiré. Mais ça me permet d'ailleurs de préciser une chose. Vous dites que je suis le candidat du Parti communiste, je suis le candidat de l'ADS et du Parti communiste. Et dans cette campagne électorale, je termine là-dessus, dans cette campagne électorale, j'ai clairement posé les choses avant d'être candidat. Le nucléaire, je suis contre le nucléaire, je suis pour la sortie du nucléaire, à tel point d'ailleurs que sur Saint-Junien, on a commencé à lancer tout un tas d'organisations, panneaux photovoltaïques, couvertures photovoltaïques, panneaux solaires. Vous êtes en avance au niveau du temps de parole, messieurs. Pour sortir du nucléaire. Donc, venez pas me faire ce reproche-là, parce qu'on a déjà anticipé sur cette question. Le débat est clos. Alors, on va poursuivre, parce qu'il nous reste moins de 18 minutes d'émission déjà. Vous êtes 5 pour que chacun puisse s'exprimer. Moi, j'aimerais qu'on aborde des thèmes qui concernent vraiment les gens qui nous regardent. Je pense à la réforme du Code du travail, à la fonction publique, peut-être des propositions sur l'agriculture, si on a le temps, parce que c'est une circonscription qui est rurale. On va commencer par le Code du travail. Annick Morizio, Emmanuel Macron réussira-t-il là où François Hollande et Emmanuel Valls ont échoué ? Je pense que la réforme du Code du travail accompagnait le monde de l'économie. Nous avons sur ce territoire-là des pépites. Moi, je le connais bien, ce territoire. Je suis allée à la rencontre de l'ensemble des entreprises. Je connais les forces vives que l'on a sur ce territoire et il faut les accompagner. Et il faut effectivement que nous réfléchissions au fait de simplifier un certain nombre de choses. Est-ce que ce projet est le bon, donc, le projet d'Emmanuel Macron ? Alors, sur certains points, nous serons d'accord. Et c'est la raison pour laquelle, et d'ailleurs, le président de la République avait bien dit que ce n'était pas un blanc-seing qu'on lui donnait lorsque, effectivement, comme je l'ai fait, j'ai voté, moi, Emmanuel Macron, au deuxième tour. Ce n'était pas un blanc-seing. Donc, nous réservons le droit de voter des lois qui nous paraissent des lois de progrès, mais d'être très vigilants sur un certain nombre d'entre les autres qui ne vont pas dans le cœur de nos engagements. Jean-Baptiste Djebbari, pourquoi cette réforme est nécessaire ? Vous êtes ici le candidat d'Emmanuel Macron. Alors d'un mot sur ce à quoi on assiste, on a vu des candidats qui quand même actent, en tout cas, discutent de logique de parti. Et je crois que justement ce que nous on porte, c'est transgresser ces logiques de parti qui, on voit, reviennent et ont structuré la vie française pendant 50 ans dans la Ve République et qui, à mon avis, ne répondent plus à l'attente des concitoyens. Donc je pense qu'on assiste vraiment à ça. Et à mon sens, on a une inflexion d'une ère politique qui se termine. Et j'ai l'impression que les partis, les vieux clivages partisans, n'ont pas encore compris ça et qu'on est en train, j'espère, et que l'élection législative montrera qu'on est capable d'aller au-delà de ça. Sur la loi travail, ce qui, à mon avis, n'a pas marché dans la loi El Khomri, c'est que la loi El Khomri, donc de 2016, elle était assez libérale, finalement, avec peu de protection. Ce qu'on propose aujourd'hui, et c'est pour ça que prendre des bouts de programme, dire qu'on va voter des bouts de programme sans voter tout le programme, c'est incohérent. Mais c'est évidemment ce que font nos adversaires politiques. Le programme, c'est effectivement quelques mesures qui libéralisent le Code du travail, qui permet d'avoir une action au plus près des entreprises qui sont quand même les premiers vecteurs de création d'emplois, et en même temps d'avoir des protections nouvelles au niveau de l'individu et non plus au niveau des emplois. Et c'est notamment le cas de l'assurance chômage universelle qui viendra toucher toute une quantité d'exploitants agricoles, d'indépendants, de commerçants qui n'étaient jusqu'à là pas protégés parce que le Code du travail était inadapté à la mutation de la nouvelle forme de travail. Attendez, Vincent Léonine ne s'est pas exprimé sur ce sujet, merci. Vous pourriez voter pour un projet comme celui-là, si vous étiez député ? Avant de répondre sur cette question qui est très importante, de toute façon, moi je voudrais répondre à M. Djebbari par rapport à la logique de parti. Quand on prône la logique des partis, qui sont vieux, vieillissants et qu'il ne faudrait plus qu'ils existent. À ce moment-là, pourquoi Emmanuel Macron demande à tous ceux qui vont chez lui de prendre l'étiquette En Marche et qu'on fasse du monoparti ? Moi, personnellement, je suis très bien à l'UDI, il y a marqué Union des démocrates et des indépendants. Ça permet à chacun de garder son indépendance. Je ne suis pas un clone parmi d'autres clones. Je ne prends pas le programme du président pour l'appliquer en tant que député. Je rappelle juste que sur notre système... Pourtant, ce président, il a besoin d'une majorité en même temps. C'est pas le président qui a besoin d'une majorité. Le président, c'est le Premier ministre, on est bien d'accord. Et l'Assemblée nationale est censée contrôler l'action du gouvernement. L'Assemblée nationale, elle n'est pas à la botte du président de la République. On est bien d'accord. Et aujourd'hui, ce que l'on nous propose, à mon avis, c'est ça. C'est un président, un programme et des députés qui vont voter le programme du président. Moi, je ne me place pas dans cette optique-là. Il y a bien une notion de voter en conscience. Et d'ailleurs, je l'ai dit à nombreuses reprises sur le territoire
quand j'ai rencontré mes concitoyens, même si demain, il y a une majorité pour la France avec l'UDI et les Républicains, c'est pas parce que l'UDI et les Républicains proposeront une loi que je la voterai avec le petit doigt sur la couture du pantalon. Je voterai une loi à partir du moment où elle est bonne pour le territoire, pour nos habitants et pour la France par rapport aux valeurs que je défends. Pour la réforme du travail, aujourd'hui, il est clair que le Code du travail est presque un frein à l'emploi. Les entrepreneurs que je rencontre nous le disent régulièrement, ils voudraient embaucher, mais la complexité administrative fait que c'est compliqué. En même temps, il faut qu'on assure de la sécurité aux employés. Beaucoup de gens parlent de flex-sécurité aujourd'hui. Le concept est un peu fumeux. Je pense qu'aujourd'hui, il faut surtout beaucoup plus de discussions entre les entrepreneurs et leurs attentes, et notamment au niveau des PME, PMI, parce que souvent, le Code du travail, il est, j'allais dire, fabriqué, ou il a été fabriqué pour les grandes entreprises du CAC 40. Or, l'important sur notre territoire, c'est ce qui n'est pas délocalisable, les petites entreprises. Il faut adapter le Code du travail aux nécessités locales actuelles, tout en protégeant par contre les employés, c'est évident. Hubert Urard, la flexi-sécurité, c'est pas votre tasse de thé, je suppose? Peu importe que ce soit ma tasse de thé ou pas, c'est surtout que derrière ce vocable, il y a tout le danger pour les salariés. Monsieur Allard a dit tout à l'heure, les salariés de France 3 sont en grève actuellement, les salariés de l'OPHLM aussi, les salariés du conseil départemental, que vous gérez tous les deux, sont en Ah non, je ne le gère pas, monsieur Urard. Je suis dans l'opposition. Non, mais monsieur Allard, vous ne le gérez pas, mais vous votez les budgets quand même avec Madame Morizio. Oui, mais il ne faut pas tout mélanger. Faut pas tout mélanger. Ils sont en grève aussi. GMS, allez leur parler de flexi-sécurité chez GMS aujourd'hui. Donc, nous avons là... alors, je comprends bien, j'essaye de comprendre la cohérence des divers projets, parce que nous, on a le même projet des présidentielles aux législatives, mais je ne suis pas certain que ce soit le cas sur le plateau. Donc, vous êtes plutôt Macron-compatible, vous, évidemment. De fait. Moi, je ne veux pas l'échec d'un gouvernement, bien entendu, mais par contre, je veux défendre tous ceux qui souffrent dans leurs conditions de travail et qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Et ça, c'est du quotidien, ce n'est pas simplement une maxime. Voilà. Derrière les grands propos économistes employés ici, il y a des situations qui sont de plus en plus difficiles et qui le sont depuis des années. Voilà. Donc, notre rôle et notre projet, il est là pour venir proposer des solutions concernant ces personnes-là. Monsieur Allard, vous partagez ce point de vue? Oui, je partage. Je crois que, vous savez, le Code du travail, ça fait des années que les gouvernements successifs le réforment. Si ça avait dû créer de l'emploi, permettre de créer de l'emploi, eh bien, le taux de chômage aurait baissé depuis quelque temps. Donc, moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que là, on est parti pour supprimer les conventions collectives, qui ont été un travail considérable dans notre pays de construction de la part des organisations syndicales à l'époque où, parce qu'il faut bien partir du concept qu'à un certain moment, il y avait beaucoup plus d'organisations syndicales, de personnes syndiquées dans les entreprises, et aujourd'hui, on va aller vers des accords de branche. Ça veut dire quoi ? Qui est-ce qui va aller négocier ces accords de branche? Comment, dans ce pays où on se retrouve avec des salariés qui bien souvent sont 1, 2 ou 3 ou 10 dans nos petites et moyennes entreprises, qui est-ce qui va aller négocier ces accords de branche? Comment est-ce qu'on va prendre les spécificités de nos territoires? Comment est-ce qu'on va défendre ces salariés qui sont Donc dans vous ces êtes opposé à ce projet, on comprend Non bien. seulement je suis opposé pour cette raison-là, et puis par le fait que, vous regardez les 10 dernières années, est-ce que quelqu'un peut me montrer le nombre d'emplois que ça a permis de créer, la réforme du Code du travail et la loi El Khomri qui est passée sous le quinquennat de François Hollande? Je cherche encore. Alors, autre dossier chaud, ce sera réaliser la promesse du candidat Macron de réduire 120 000 postes de fonctionnaires partant à la retraite, dont 70 à 75 000 postes, si j'ai bien compris, dans les collectivités territoriales. Vous êtes candidat donc sur une circonscription rurale, tous. Jean-Baptiste Djebari, comment est-ce qu'on peut lutter contre les fermetures de classes, la désertification médicale, le désenclavement, par exemple, si on supprime des fonctionnaires? On ne supprime pas des fonctionnaires, on ne renouvelle pas des fonctionnaires qui partent à la retraite. Là, on ne les remplace pas, quoi. Ça, il faut nous expliquer la différence. La différence, c'est simplement qu'à chiffre constant, on a 500 000 fonctionnaires qui partent dans les 5 prochaines années, on n'en renouvelle pas 120 000, et donc on n'en supprime pas sur la fonction publique hospitalière, et on en supprime effectivement 75 000 postes sur la fonction publique territoriale, sur lesquels, on le sait très bien, il y a des gains d'efficience à faire sur les différents échelons, et ça c'est très bien documenté. Vous avez déjà géré une collectivité, monsieur Djebari? Oui, mais vous savez, ça m'amuse beaucoup parce que... Est-ce que vous avez déjà géré une collectivité? J'ai jamais géré de collectivité. En revanche, j'ai beaucoup travaillé. Je vous invite à venir dans la mienne. Vous savez, j'ai rencontré beaucoup de collectivités parce que le travail d'entrepreneur, c'est aussi ça. Quand moi, je montre un projet de compagnie aérienne, je vois le député maire du Havre, je vois l'agglo, par exemple, du Havre, je vois le conseil régional, et je vois aussi... On n'a pas des villes aussi grandes chez nous, on est beaucoup plus petits. Mais je vois les difficultés, les obstacles administratifs et parfois l'incompréhension de l'administration par rapport à des projets
qui, eux, sont vecteurs d'activité. Donc il ne faut pas opposer tout ça. Il y a des gains d'efficience. Il y a des gains d'efficience majeurs à faire dans la collectivité, mais il n'y a pas de remise en cause du tout des services publics locaux qui sont effectivement essentiels à la vie des concitoyens. Annick Morizot, vous êtes vice-présidente du conseil départemental. Ça vous inquiète, ce genre de discours? C'est une vision, je suis désolée de le dire, mais de la méconnaissance de ce qui se passe dans une collectivité, singulièrement sur les collectivités départementales. Pour en revenir à ce que vous disiez, M. Erard, et celles et ceux qui font grève au conseil départemental, j'aimerais vous dire qu'il y a quand même une unité syndicale singulière, particulière, qui anime un peu quelques-uns, mais globalement. Le travail qui est fait au conseil départemental et qui est reconnu par son président et l'ensemble des élus est remarquable. Et c'est la raison pour laquelle je veux bien... Les salariés disent d'ailleurs qu'ils sont vraiment à flux tendu au conseil départemental. Bien sûr. Et d'ailleurs, on nous fait bien remarquer qu'il ne faut pas que nos frais de fonctionnement dépassent. Mais comment traite-t-on tous les dossiers d'APA ? Comment traite-t-on tous les dossiers de la PCH? Comment traite-t-on tout ce qui est politique de sécurité, alors que nos personnels, comme vous le dites, disent qu'ils travaillent à flux tendu et nous sommes exigeants là-dessus et nous essayons d'être le plus économe possible en personnel. Ce n'est pas une honte d'avoir des personnels fonctionnaires. Les fonctionnaires, il faut bien le faire remarquer sur notre territoire, nous les défendons. Pourquoi nous les défendons? Parce que c'est le bien commun. C'est ce que nous avons tous en partage, notamment ceux qui n'ont rien. Et c'est la raison pour laquelle nous nous battons pour les services publics sur l'ensemble du territoire et les maisons de services au public, les MDD, les maisons du département, qui sont un maillage du territoire et pour lesquels, je pense, nous n'avons que des retours positifs. Donc, je vais juste terminer, je ne vous ai pas interrompu, monsieur Erard. Donc, je pense que 120 000 fonctionnaires, pour moi, ça n'est pas possible. Je pense qu'il faut défendre les fonctionnaires. En revanche, et c'est là où je pense qu'il faut que l'on soit très efficace, il faut une relance de l'économie. La relance de l'économie, c'est la création d'emplois. La création de l'emploi, c'est nous partageons ensuite, parce que nous sommes cotisants à un pot commun, qui permet d'avoir des postes de fonctionnaires qui soient répartis sur le territoire. Que ça soit dans l'éducation nationale, moi je suis vice-présidente en charge des collèges, et je sais ce que les collectivités font pour les collèges, et nous sommes remarqués pour ça. Sur cet ensemble de services, je pense qu'on ne pourra pas faire l'économie, sinon faire en sorte que les extrêmes poussent très très fort et que nous ayons... Merci Madame Morizot. Je voudrais donner la parole à Monsieur Léoni. Non, Monsieur Erard, vous êtes en avance au niveau du temps de parole. C'est maintenant à Monsieur Léoni de s'exprimer sur ce dossier, s'il vous plaît. Sur le dossier des fonctionnaires, la suppression des fonctionnaires. Votre question. Alors, ma question, c'est en tant qu'adjoint au maire de Limoges, par exemple, est-ce que ce projet de suppression de fonctions publiques, ça peut impacter une collectivité comme Limoges? Est-ce que vous y êtes favorable? Alors, déjà, il faut resituer les choses, parce que dans le programme d'Emmanuel Macron, a priori, il y a 120 000 postes de fonctionnaires, 75 000, si j'ai bien compris, au niveau national et 45 000 dans les collectivités. Là encore, c'est une vision très parisienne et très jacobine du système. C'est-à-dire que c'est Paris qui va dire aux collectivités territoriales ce qu'il faut qu'elles fassent. On veut nous enlever la taxe d'habitation. On va nous dire maintenant comment est-ce qu'il faut qu'on gère les municipalités. Je veux dire, on peut aussi revenir à peu près 200 ou 300 ans en arrière et nommer les maires, ce sera beaucoup plus simple depuis Paris, où on aura des députés donc, qui seront uniquement avec la ligne du président et puis des élus locaux qui seront issus uniquement de la décision du président de la République. Je pense que les collectivités territoriales, elles sont intelligentes, elles sont efficientes et aujourd'hui, je vois au niveau de la municipalité de Limoges, on essaie bien évidemment d'être au plus près du service public tout en essayant d'amoindrir le coût de la masse salariale. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut penser à réduire un peu la fonction publique parce qu'elle coûte très cher à l'État. Cependant, il y a quand même des points régaliens sur lesquels il ne faut pas toucher. L'éducation, la santé, la sécurité, la justice. Il est évident que ces points-là, il ne faut pas les toucher. Mais toutes les technostructures, toutes les grandes administrations pourraient gagner en efficience au niveau administratif et notamment pour alléger tout le système administratif français. Merci. Alors il nous reste 5 minutes. Monsieur Erard, vous vouliez ajouter très rapidement? Oui, très rapidement. Moi, je suis un petit peu surpris, Madame Morizot. Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous avez soutenu le gouvernement Valls et le projet Valls, et c'est celui qui a quand même baissé les dotations globales de fonctionnement vis-à-vis des collectivités territoriales. Et vous venez me dire aujourd'hui sur ce plateau, les fonctionnaires sont à flux tendu, mais en même temps, vous avez baissé toutes les dotations globales de fonctionnement en direction des collectivités. Donc, si vous voulez, on ne peut pas dire 15 jours avant un scrutin, nous sommes derrière les fonctionnaires, et puis ensuite faire une politique qui... Très rapidement, la réponse de Madame Morizot, car nous arrivons à la fin de l'émission. Je précise juste que ça a coûté 2 millions d'euros à la ville de Saint-Junior. Oui, Madame Morizot. Je travaille au CHU de Limoges, donc la fonction publique de la santé, je connais, je sais les difficultés qu'il y a. Je suis aussi vice-présidente du conseil départemental et je pense que, compte tenu de la France que l'on a trouvée quand le
Parti socialiste a pris la France et que c'est peut-être ça notre erreur, nous n'avons pas fait le bilan. Mais il fallait effectivement réduire la dette. C'était une obligation de réduire la dette. Et c'est ce qui a été fait. Et un effort colossal a été demandé aux collectivités. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis, ça suffit, on arrête maintenant. Et les classes moyennes, et les collectivités, et toutes celles et ceux qui ont fait cet effort colossal doivent arrêter et pouvoir relancer l'économie en ayant cette capacité aussi de participer à cette relance. Donc c'est tout à fait différent de ce que vous dites. Il y avait un effort à faire, on l'a fait. Maintenant, c'est l'économie qui relance. Merci. Il nous reste 4 minutes d'émission. Monsieur Djebbari est en retard au niveau du temps de parole. Vous vouliez ajouter quelque chose? D'un mot pour répondre à une vision qui est quand même un peu immobiliste de la fonction publique et qui considère qu'on ne peut jamais rien faire. La fonction publique, j'y ai commencé ma carrière comme fonctionnaire de l'aviation civile. J'y ai vécu des très beaux moments et j'ai été ravi de servir mon pays de cette façon-là. Sur, par exemple, le financement de l'hôpital, il y a effectivement de grosses problématiques et la solution, c'est de ne pas dire qu'il faut absolument tout garder, c'est de dire que le financement peut se faire de façon différente et qu'on peut trouver des façons de valoriser, par exemple, beaucoup plus le parcours de soins et pas d'avoir des financements structurés à l'acte. Ça, c'est une mesure qui va améliorer l'efficience de l'hôpital public. Donc vous voulez supprimer la tarification à l'activité? Non, je ne veux pas le supprimer. Je veux effectivement avoir... Moi, je veux bien le supprimer. Laissez-moi répondre, monsieur Djebbari, s'il vous plaît. Une base forfaitaire et une base qui s'intéresse beaucoup plus à la qualité du service médical rendu. Sur la taxe d'habitation, c'est symptomatique, encore une fois, d'une forme d'immobilisme, à ne pas comprendre que la taxe d'habitation, c'est quand même une taxe qui est mal conçue. Parce qu'elle est assise sur des valeurs cadastrales des années 70, parce que les taux sont inéquitables et qu'elle touche directement les ménages. Donc ça veut dire qu'il faut la supprimer et qu'il faut reconstruire un outil fiscal à destination du bloc communal pour en assurer leur totale autonomie financière. C'est pas ce qui est prévu à pour l'instant. En augmentant la CSG. Moi, je vous réponds si vous voulez. En augmentant la CSG, pour moi, c'est... Allez-y, répondez. Attendez, il reste 2 minutes, il faut laisser répondre monsieur Djebbari. Mesure par mesure, on n'est jamais cohérent. On augmente la CSG parce qu'on baisse le coût du travail. Salaire net pour les salariés, cotisation patronale pour les entreprises. Attendez. Et comment vous refinancez les autres? Laissez-le finir. Cotisation sociale, c'est le budget de la sécurité. Je finis. L'autre, c'est le budget de l'État, monsieur Djebbari. Vous êtes en train d'enfumer les téléspectateurs, là, parce que... Mais vous allez voir, il faut qu'on explique quand même... Laissez-le terminer, s'il vous plaît. Merci. Ne soyez pas caricatural. Non, je ne suis pas caricatural, je suis le précis. coût du travail parce qu'on a un problème de compétitivité. On augmente la CSG pour couvrir justement le budget de protection sociale du territoire qui est ambitieux et qui coûte cher. Donc pourquoi on fait la CSG? Parce qu'elle touche aussi les revenus du capital et pas seulement ceux du travail. On exonère les moins aisés d'entre nous, c'est-à-dire les retraités et ceux qui touchent à peu près 1700. C'est une nouveauté. Ça, c'est une nouveauté de programme parce que c'était pas prévu au départ. Une partie des retraités qui ne seront pas touchés. Et qu'est-ce qu'on fait en cohérence? Et qu'est-ce qu'on fait en cohérence? C'est qu'on met en place des mesures qui améliorent le pouvoir d'achat, suppression de la taxe d'habitation, augmentation de la prime d'activité. On a un projet cohérent, vous pouvez le prendre comme vous voulez. Ça peut ne pas vous plaire. Vous nous avez toujours pas parlé. Merci. Comment vous réglez le régime d'assurance maladie? Merci à tous. C'est les cotisations en même temps. On a bien compris que vous étiez assez opposé à monsieur Djebbari. C'est malheureusement la fin de ce débat. Il nous reste moins d'1 minute et avant de le refermer, je suis dans l'obligation de vous donner les autres candidats de cette circonscription qui n'étaient pas invités lors de ce débat. Parmi eux, Philippe Madounier du Parti chrétien-démocrate, Christelle Daversin pour les écologistes, Eva Di Battista pour l'UPR, Camille Flèche pour Debout la France, Lucien Coindot pour Europe Écologie Les Verts, Joël Crépé pour le Front National et Claudine Roussy pour Lutte Ouvrière. Merci à tous les 5 d'avoir participé à ce débat. Tout de suite, le flash régional, puis dimanche en politique continue. On n'a pas assez de temps pour tous les recevoir, monsieur Hurat. Avec Francis Letellier qui reçoit Marine Le Pen. Ne manquez pas notre prochain débat. Il sera consacré à la 3e circonscription de Haute-Vienne. Louis Roussel recevra 5 invités. Ce sera mercredi à 18h05 avec une rediffusion le soir même à 22h50.